Alors, la définition de la douleur, qui était sur la conférence douleur et périnée tout à l'heure? Ok. Donc un peu de redite. La définition de la douleur, en fait, c'est défini comme une lésion réelle ou décrit comme telle par le patient. Et ça prend en compte l'aspect émotionnel et donc comment le patient vit sa douleur. Donc on part du principe que toute douleur est légitime. Donc on écoute la plainte du patient. Quand on parle de douleur pelvienne, oui, il va y avoir des douleurs au masculin. Oui, ils en ont. Les pudendalgies, il va y avoir toutes les douleurs qui ont attrait à ceux qui sont cyclistes, par exemple. Mais c'est quand même souvent des douleurs féminines qui ont été mis vraiment sur le côté pendant des années, qui ont été peu étudiées par la médecine. Et donc, elles ont souvent eu mal pendant longtemps. Donc, on bascule aussi dans le volet douleur chronique. Donc, pour rappel, la douleur chronique, c'est une douleur qui est présente depuis plus de 3 mois et qui devient pathologique, dans le sens où la douleur, c'est censé être une alerte, un signal d'alerte. Or, quand il y a la douleur chronique, tout le signal d'alerte dysfonctionne et la douleur devient le problème. Donc, tout notre job sur la douleur pelvienne, ça va être de définir est-ce qu'on est sur la vraie douleur tissulaire physique? Est-ce qu'on est sur la douleur chronique? Et la plupart du temps, on va être à mi-chemin entre les deux. Donc une fois qu'on va on va dire, enlever toutes les lésions tissulaires possibles, on va se retrouver à devoir gérer la douleur chronique. Qui c'est qui est étudiant kiné? Super. Qui c'est qui est kiné? Ok. Est-ce que c'est ok pour vous tout ce qui est douleur en général, neurophysiopathologie de la douleur? Ok. Donc il y a 3 niveaux d'intégration, il y a le tissulaire, il y a le neurologique et il y a le central. D'accord? Donc quand on parle de pathologie de la douleur, il peut y avoir un défaut d'activation ou alors une suractivation des nocicepteurs. Il peut y avoir une douleur neuropathique. Ça, en général, on est plutôt bon en tant que kiné sur la douleur neuropathique, parce qu'on nous a rabâché les oreilles avec des sciatiques et des sciatalgies, avec des névralgies cervico-bronchiales. Maintenant, vous pouvez vous dire que vous pouvez rajouter la pudendalgie. Donc, la pudendalgie vraie, c'est une sciatique du périnée. C'est parce que le nerf pudendal, qui a exactement les mêmes racines que le sciatique, vient se faufiler. En fait, il sort comme le sciatique, il passe sous le piriforme, il va dans le canal d'Alcock et il arrive pour innerver le périnée. Entre-temps, il a croisé plein de petits muscles, il a croisé des fascias qui peuvent être en perte de mobilité, il a croisé des structures osseuses. Donc tout ça fait que ça peut créer des pudendalgies. Et on définit la pudendalgie avec 5 critères qui sont les critères de Nantes pour dire ça c'est une pudendalgie. Donc il faut que ça soit augmenté par la position assise. Ça fait pas mal la nuit, c'est sur le territoire sensitif du pudendal et surtout, on ne diagnostique une pudendalgie que si ça réagit au bloc, donc à l'infiltration dans les critères de Nantes. Donc avant, de Nantes, la ville de Nantes, et là où ils sont très bons en douleur pelvienne, c'est le CHU de Nantes. Et toutes les études autour de la douleur et notamment de la pudendalgie, elles viennent de là, avec Amélie Lévesque qui est très connue et qui est algologue, médecin de la douleur, qui travaille avec des chirurgiens, avec des médecins, des gynécologues, etc., des urologues, puisque forcément les gynécologues ils vont beaucoup travailler chez la femme et les urologues ils vont beaucoup travailler chez l'homme. Et en fait la problématique c'est qu'on mettait un peu de côté parce que la médecine elle aime bien poser des diagnostics. Sauf que tant que vous n'avez pas fait l'infiltration du nerf pudendal, vous ne pouvez pas dire que c'est une pudendalgie. Donc pour faire une infiltration du nerf pudendal, je vous mets en condition, vous êtes dans un cabinet médical, voire dans une salle d'opération, vous avez une aiguille, un trocard, vous repérez à peu près les structures osseuses pour pouvoir piquer au bon endroit, vous vous dites que vous êtes à la bonne profondeur, le chirurgien, pas vous, pas les kinés, et que vous êtes sur le nerf pudendal, vous infiltrez le produit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de possibilités que cette infiltration, elle n'ait pas fonctionné, mais pas parce qu'il n'y avait pas de pudendalgie et que c'était pas une pudendalgie, mais juste parce que l'infiltration, elle est à côté. Voilà. Et c'est là où on intervient dans tout la joie et la beauté de la kinésithérapie, parce qu'on nous le met dans la grande poche et dans le grand fourre-tout des problèmes myofasciaux. Donc, myofasciaux, vous savez très bien ce que ça veut dire, c'est que le problème, c'est soit le muscle, soit les fascias. Comme ça, on ne se mouille pas trop.
Évidemment, dessus, on va rajouter de la structure osseuse, donc on va rajouter la perte de mobilité articulaire. Pour peu qu'il y ait un peu de vasculaire et de neuro, on est tranquille. C'est à nous de se repérer à l'aveugle. Puisque là, pour le coup, on est à l'aveugle. C'est à l'intérieur du vagin, donc voire à l'intérieur du rectum pour les hommes. Donc on n'a plus du tout accès à l'examen visuel. Donc tout va se passer en fait sur du diagnostic différentiel et l'essai-erreur. Et c'est surtout là où il va falloir être bon avec nos mains. Et je sais qu'on est dans une génération où on est beaucoup de hands-off. On va enlever les mains, on va faire des exercices. En douleur pelvienne, les exercices, ils viennent vraiment à la fin. Quand il faut réactiver les muscles, parce que quand ça a fait mal, il y a une perte d'activation musculaire. Donc l'erreur, c'est de se dire, tiens, il y a encore de la douleur chronique, je ne comprends pas. En fait, vous n'avez pas fait d'activation musculaire, le muscle il est toujours dans les chaussettes, il ne fonctionne pas comme il faut, donc ça entretient la douleur, voire ça entretient des spasmes parce que le muscle n'est pas assez fort. Donc il ne faut pas l'oublier, mais en tout cas, versus d'autres douleurs qu'on retrouve en kinésithérapie, c'est difficile d'attaquer direct par l'activité physique. Et en même temps, pour neuromoduler la douleur et la douleur chronique, on sait très bien que l'activité physique est un bon moyen de neuromoduler la douleur et de gérer la douleur chronique. Il y a des études maintenant qui ont prouvé que vraiment, même faire du HIIT, ça neuromoduler la douleur. Donc nos patientes, il faut surtout les amener à partir du moment où on a fait nos red flags, on sait que ce n'est pas tumoral, inflammatoire et qu'on est sûr qu'il n'y ait pas de pathologie sous-jacente grave et qu'on a redirigé, donc un médecin a fait son examen, on peut tout à fait lui dire, ce n'est pas parce que vous avez mal que vous devez rien faire. Au contraire. Remettez-vous en activité physique. Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime courir. C'est un truc facile, je chote mes baskets, je sors de la maison et je me défoule. Allez courir. En 2024, on ne dit plus à un patient que courir, c'est délétère pour le périnée. Ça, je ne veux plus l'entendre. Les études sont claires, c'est pas pire que le reste. Et si on court bien, ça peut même renforcer le périnée. Donc, vraiment, on les pousse à l'activité physique. Le HIIT, c'est pareil. HIIT avec impact ou sans impact, ce qu'on cherche, c'est à neuromoduler la douleur. Parce qu'en fait, l'activation neuronale qu'il va y avoir pendant l'activité physique va neuromoduler le signal douloureux. C'est pas que la contraction musculaire et c'est pas que les hormones en fait qui ont un effet sur la douleur chronique. C'est tout le reste et notamment la neuromodulation du signal douloureux. Donc elles peuvent y aller, elles peuvent s'en donner un cœur joie et elles peuvent se défouler tant et plus. Elles sont pas obligées de faire de la natation et du pilate. Voilà, elles peuvent faire l'activité physique qui leur fait plaisir. Spécifiquement sur la douleur pelvienne. On va revenir sur des... J'aime bien les définitions au début pour histoire qu'on pense tous de la même chose. Le pelvis, il y a quelqu'un qui a mal là-bas. Le pelvis, on est en dessous du péritoine, d'accord? Donc on est abdominal mais sous-péritonéal. Et on est normalement au-dessus du périnée. Chirurgicalement, médicalement, le périnée, c'est tout ce qu'il y a en dessous du puborectal, de l'élévateur de l'anus. Donc on a le pubis devant, coccyx derrière, et ischion sur les côtés, ça fait un losange. Tout ça, c'est le périnée. Et quand vous remontez d'un étage, vous avez l'élévateur de l'anus. L'élévateur de l'anus, c'est ce qui fait la différence entre le périnée et le pelvis. D'accord ? Ceci dit, quand on parle de douleur pelvienne, si on veut bien parler et si on veut tout dire, on parle de douleur pelvipérinéale. Mais quand on parle entre nous de douleur pelvienne, on est bien d'accord qu'il y a le périnée dedans. Et quand on parle de douleur périnéale, on est bien d'accord qu'il y a le pelvis dedans. Voilà, on ne s'arrête pas juste au périnée ou au pelvis, c'est tellement lié. Donc, soyons inclusifs. Mais du coup, est-ce qu'on ne mettrait pas les hanches dans le pelvis? Peut-être, on ne sait jamais. Si vous avez fait l'atelier à midi avec moi, on a pris conscience que le périnée, il bougeait en fonction, il s'activait plus ou moins préférentiellement en fonction d'une rotation externe ou d'une rotation interne. Je vous ai expliqué que le puborectal, donc l'élévateur de l'anus, qui est le muscle principal du périnée, il s'insère sur un renfort facial de l'obturateur interne. C'est la base de la base quand on parle du périnée. C'est de comprendre que le début des problèmes vient de là. On est sur un muscle qui, au lieu de s'insérer d'un os à un os, s'insère d'un renfort facial sur un muscle à des tout petits bouts d'os. Donc, on est sur un muscle postural.
qui doit réagir de manière automatique, qui doit faire sa vie sans qu'on s'en préoccupe, mais qui va aussi réagir en fonction de l'état psycho-émotionnel de la patiente, de la hanche, des lombaires, des abdos, la respiration. Ça vous en fait des trucs en chercher. Hein. Si vous aimez le raisonnement clinique et si vous aimez jouer à Colombo, franchement, en périnéo, vous êtes servi. Vous ne vous ennuyez jamais. Vous avez toujours l'occasion de chercher un nouveau truc. Alors, notre champ de compétences, il est extrêmement large en fait. Parce qu'une fois qu'on a enlevé les red flags et les pathologies graves, ben en fait, on a tous ces patients à qui on a dit « je ne sais pas ce que vous avez, je trouve rien ». Donc déjà, psychologiquement, vous vous doutez que c'est violent quand même quand on dit à quelqu'un « ben en fait, médicalement, moi, j'ai rien ». Visuellement, j'ai rien, à la biopsie, j'ai rien. Il y a rien qui m'amène au fait que vous puissiez avoir mal. Et là, on rentre sur l'interprétation de la douleur, on rentre sur des contractures musculaires, on rentre sur du myofacial qui viennent titiller le nerf pudendal ou le nerf sciatique avec des douleurs neuro type brûlure. On rentre sur les vestibulodynies vraies. Dans les vestibulodynies, c'est des brûlures de la fourchette vulvaire et de la vulve. Et c'est purement neurologique. Mais comme du coup elles ont mal, ben, ça entretient une hypertonie périnéale. Comme il y a une hypertonie périnéale, il y a un spasme périnéal. Donc ça entretient les douleurs. Ça ne bouge pas, c'est mal vascularisé, les nerfs sont coincés. Et on rentre dans un cercle vicieux. Donc la phrase que j'aime bien dire à chaque fois, c'est au plus ça vous paraît compliqué, au plus vous faites simple. Il y a des patientes, quand elles arrivent à la première séance, je les mets sur la table et je fais de la respiration. Juste pour activer le parasympathique, calmer et donc diminuer la douleur de facto. D'accord ? On n'est pas obligé de faire des trucs ultra méga chiadés à chaque fois. Déjà, on vous l'a dit en conférence avec Charline tout à l'heure, accueillir la douleur. Les dire qu'on les croit et que c'est pas parce qu'il n'y a rien de visible qu'il n'y a pas de douleur, que nous on est là pour les écouter et qu'on va chercher ensemble ce qui va les aider et qu'on va leur donner des techniques déjà dès la première séance. Vous êtes déjà rentré en relation thérapeutique avec vos patients et vous avez déjà solutionné une partie du problème. Ok ? Maintenant, on va passer à la pratique pure. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai été méga claire ou pas assez ? Je sais pas, un cas clinique qui vous vient, que vous avez un cabinet, où vous vous dites, tiens, là, je suis passée à côté de quelque chose, qu'est-ce que toi tu ferais ? Ou... Allez, je vous le trouve. Une douleur de la crête iliaque. Là. J'ai mal là. Qu'est-ce que vous faites en cabinet ? À quoi vous pensez ? Qui c'est qui fait du périnée ? Qui c'est qui est kiné du périnée ? Ok. C'est filmé, mais vous promis, vous avez le droit de vous tromper. C'est hyper important de comprendre qu'on ne tombera pas juste dès la première fois. Oui, très bien. Donc on est thoracolombaire, on est plus haut, mais finalement ça fait sens aussi parce que tu vas aller regarder le diaphragme, tu vas aller regarder comment elle active ses abdos aussi pour stabiliser ses lombaires. Et donc tu vas retomber sur le périnée, ouais. C'est qui font du périnée. Bah oui, on va regarder comment la hanche elle bouge, est-ce que la mobilité de la sacro-iliaque. Alors on fait beaucoup de thérapie manuelle quand même en douleur pelvienne. Il y a quand même une... À mon sens, on ne peut pas envisager la douleur pelvienne sans thérapie manuelle. Je ne sais pas s'il y en a qui le font, mais on est beaucoup à avoir fait ostéopathie. Moi, je suis kiné et ostéo, et c'est clairement les techniques d'ostéopathie qui m'ont amené à débloquer la situation chez les patientes. Donc, la thérapie manuelle me paraît indispensable. L'activation musculaire, la bonne contraction du périnée. Il y a un moment donné, si la structure elle est pas bonne, vous pouvez aller faire contracter tous les périnées que vous voulez, ça va poser problème. Ok ? Est-ce que je peux avoir un cobaye pour montrer des techniques ? Quelqu'un me prête son corps ? Non ? Vous restez habillés, hein ? On ne fait pas d'interne, ne vous inquiétez pas. Vas-y. Oui, s'il te plaît. Ok. Voilà. Donc là, si tu t'allonges sur le dos, la tête ici. Ou la tête là, comme tu veux. Donc là, on est d'accord, on a fait l'accueil du patient, l'anamnèse, l'interrogatoire, on a listé plein d'informations.
Ça me paraît compliqué de ne pas faire de bilan en douleur pelvienne. Autant il y a peut-être des pathologies où on peut encore se permettre d'accueillir un patient en faisant un tout petit bilan. En douleur pelvienne, je pense qu'on est obligé d'avoir un espace de communication. Moi, par exemple, dans mon cabinet, c'est une pièce fermée, c'est une cabine, il y a un bureau et il y a une table. Et des fois, la première séance, elles s'assoivent au bureau, on discute et elles vont rester au bureau toute la séance. Je ne vais pas les toucher. Parce que, en fonction de l'anamnèse, j'ai déjà pas mal d'informations. Quand elles sont de la sensibilisation centrale et que je sais qu'il va falloir aller travailler sur la neuromodulation et sur la douleur chronique, en fait, des fois, la première consultation, c'est juste de l'éducation thérapeutique du patient, un schéma pour leur expliquer comment la douleur fonctionne. D'accord ? Oui. Je n'entends pas, il parle trop fort. Superficielle, c'est d'intromission pour toi ? Tu vas pas chercher la douleur, justement, là, en principe, c'est zéro douleur. Ah, c'est une bonne question. Quand j'ai des dyspareunies d'intromission, donc des douleurs pendant les rapports à l'entrée du vagin, c'est ce que ça veut dire, dyspareunie d'intromission, est-ce que je vais chercher la douleur ? Je vais faire mon bilan et je vais savoir pourquoi elle a une dyspareunie d'intromission. Déjà, si elle est vaginique, donc elle a une activation réflexe des muscles du périnée, soit uniquement pendant les rapports, soit en séance déjà avec moi, je ne provoque pas la contraction réflexe. Tout ce qui provoque la contraction réflexe, je ne le fais pas. Parce qu'en fait, c'est une boucle réflexe d'un trauma psychologique. Et il va d'abord falloir travailler sur le trauma, concomitamment à nous en kinésithérapie. Mais j'essaye de ne pas provoquer le trauma. Donc si mon examen est traumatisant, je ne le fais pas. J'attends qu'elle travaille avec le psy. Si mon examen n'est pas traumatisant, mais que le rapport est traumatisant, donc ça veut dire qu'il y a un vaginisme au rapport, là, je vais aller travailler. Et potentiellement, si la douleur, c'est de la vestibulodynie, donc neuro, je vais quand même travailler sur une désensibilisation loco-régionale. Donc on leur donne des crèmes, notamment des crèmes avec des anesthésiants. Donc je vais leur demander de venir avec la crème pour que ça soit le moins douloureux possible, mais je vais quand même aller stimuler. Ce que j'explique aux patientes, c'est que vous avez tous eu un pansement sur le bout du doigt un jour. Quand vous enlevez le pansement, tout ce que vous touchez, on a l'impression que c'est hyper sensible. Donc elle, c'est tout le temps comme ça. Et au bout d'un moment, d'une heure ou deux, votre doigt, il revient avec votre sensibilité normale. Il y a un moment donné, pour désensibiliser la zone, il va falloir aller la stimuler, aller masser. Donc moi, je fais des massages. Potentiellement, je vois s'il y a des tensions musculaires. Et les tensions musculaires sur un massage périnéal, c'est pas agréable. Voire potentiellement, ça fait mal. Mais vous êtes kinésithérapeute. Quand vous faites un massage sur des cervicalgiques avec un trapèze ultra spasmé, le patient, il vous aime pas trop. Quand vous faites un massage sur des lombalgiques avec un carré des lombes ultra spasmé et que vous y allez avec un trigger point, le patient, il vous aime pas trop. Il sait qu'après, ça va aller mieux parce qu'il a l'habitude. En périnéologie, c'est pareil. Quand je vais travailler les bulbospongieux, donc les muscles de l'entrée du vagin, et que je fais des massages étirements, ça fait mal, mais j'éduque la patiente. Oui, vous avez mal. Je sais que ça étire. Est-ce que c'est plutôt un étirement ? Est-ce que ça brûle ? Est-ce que ça fait mal ? On verbalise la douleur. Est-ce que vous me faites confiance ? Est-ce que vous êtes OK pour que j'y aille ? On demande le consentement. Là, ça va étirer. Mais au fur et à mesure, ça devrait faire moins mal. Et au bout de 1, 2, 3 minutes, vous savez comment ça se passe en fait. Quand vous massez, ça s'étire. Elle dit « Ah ben oui, j'ai plus mal ». Et vous continuez à aller faire votre examen et en profondeur, vous tombez sur un trigger point, par exemple, au niveau de l'obturateur interne. Là, ça fait super mal. De l'autre côté, ça fait pas mal. Moi, je suis contente quand ça fait mal que d'un côté parce qu'elles voient que en fait, j'appuie pas là pour les embêter et que c'est pas moi qui fais mal. Ça peut ne pas faire mal. Dis là, ça gêne, c'est pas agréable. Pour celles qui ont eu un examen du périnée, vous savez que c'est jamais trop agréable d'aller appuyer au fond. Et en fait, si elles ont mal des deux côtés, c'est plus complexe. Parce qu'elles ne comprennent pas trop si c'est moi qui leur fais mal ou si ça fait mal de base. Et après, on travaille. Les trigger points sur les obturateurs internes, moi, j'aime bien faire... j'ai une main en trigger point, je plie ma coxo et je mobilise ma coxo. Voilà. Comme ça, ça permet de pas être obligé d'appuyer très très fort en interne et de ne pas être trop douloureux en interne. J'utilise beaucoup de techniques d'auto-hypnose.
Alors, je ne suis pas formée en hypnose, mais j'ai remarqué que ça marchait. Donc, en fait, inspirez et soufflez. Fermez les yeux, concentrez-vous sur une image qui vous fait du bien. Rappelez-vous un souvenir qui vous fait du bien. J'apaise ma voix, je parle doucement. Je dis vous inspirez profondément et vous soufflez profondément. Restez fixé sur ce souvenir qui vous fait du bien. Vous êtes dans un endroit qui vous fait du bien. Et du coup, neuromodulation, on enlève le fait que le cerveau il soit focalisé sur la douleur, sur le fait qu'elle ait peur d'avoir mal, que ça lui rappelle la douleur qu'elle a habituellement et qu'elle ne sait pas beaucoup pourquoi elle a mal. Donc, je calme son cerveau sur la gestion de la douleur et j'ai une posture professionnelle de « Ok, ça fait mal, je sais pourquoi. Promis, à la fin de la séance, ça ne fera plus mal. Je ne vais pas augmenter vos douleurs. » Et ça, c'est hyper important parce que si vous voulez qu'elle vous fasse confiance, autant tout à l'heure en conférence sur les douleurs, on a dit qu'on pouvait accueillir la parole de la patiente et qu'on pouvait lui dire « Je ne sais pas pourquoi vous avez mal, mais je vous promets, je vous crois, on va vous écouter. » Autant là, si vous lui dites « Je vous fais mal, mais je ne sais pas trop pourquoi. » Surprise, ça risque de moins bien passer. D'accord ? Donc la posture professionnelle, elle est importante pour tous les patients, elle est importante pour tous les patients douloureux. En pelvipérinéologie, en douleur pelvienne, elle est encore plus importante. Parce que déjà au bureau, quand elles s'installent et qu'elles me disent « Ah, j'ai un truc qui sort un peu de l'ordinaire, j'ai mal. » Non, je vois ça toute la journée, madame, vous n'êtes pas toute seule. Vous êtes au bon endroit, je sais ce que vous avez, j'ai des techniques pour vous aider. J'ai pas de baguette magique, je ne vais pas y arriver en une séance. On va se voir longtemps, mais on va trouver des solutions. En général, ça pleure. Parce qu'elles ont trouvé une réponse thérapeutique. D'accord ? Donc, c'est ça qui est important de prendre en considération dans la douleur pelvienne. C'est la notion qu'on peut en voir en kiné classique, mais vraiment pas à la même échelle. C'est-à-dire qu'un lombalgique chronique, au pire, il est tombé sur un kiné qui a pas fait un traitement optimal et qui l'a pas bien accompagné une fois, 2 fois. Il est content quand il tombe sur un bon kiné, mais on lui a pas dit ta douleur, elle n'est pas légitime. Un lombalgique, on ne lui dit pas que sa douleur, elle n'est pas légitime. Une femme qui a des douleurs pelviennes, on lui a fait sous-entendre toute sa vie, même de manière intériorisée et non conscientisée, que sa douleur, elle n'était pas légitime. Ou alors qu'elle était fausse, ou alors qu'on n'avait pas besoin de la considérer parce que les autres avaient mal aussi. Donc il y a tout ça qui se porte sur la douleur pelvienne féminine, je parle bien. Masculine, c'est un petit peu différent, même si. Donc voilà. Est-ce qu'on fait mal à la patiente ? Ça va dépendre. Alors, la question c'est est-ce que je me sers des dilatateurs ? Est-ce que vous savez ce que c'est des dilatateurs ? Ok. Donc, c'est des dilatateurs, c'est une boîte où il y a des objets de forme phallique de plusieurs tailles. C'est pas des sextoys, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Et on se sert de ça pour étirer le vagin. Je ne m'en suis jamais servi. Je sais que là où je trouve une utilité, c'est sur les transitions de genre, où il faut étirer le vagin de manière artificielle, ou sur des Rokitansky, donc des femmes qui ont des agénésies vaginales, qu'il faut aller opérer, etc. Nous, en périnéo classique, sur des vaginiques qui ont un problème avec la pénétration, je trouve que c'est trop violent d'aller mettre un truc qui ressemble à un pénis. On va chercher le trauma, on va voir pourquoi elles ont peur avec la pénétration. J'ai eu des patientes, des trucs, ça paraît fou comme ça, mais la jeune fille était vaginique parce qu'à 12 ou 13 ans, elle était très très proche de sa cousine qui avait 3-4 ans de plus, qui avait eu son premier rapport et qui avait eu mal pendant son premier rapport, qui l'avait vécu de manière très intense et qui l'avait rencontré en sa petite cousine. Et du coup, entre la société qui dit que le premier rapport il fait mal, parce que quand on perd sa virginité, on est censé avoir mal. Et la cousine qui avait transmis l'émotionnel de son premier rapport douloureux, la jeune fille était persuadée que de toute façon, ça ferait mal. Donc elle avait 18, 19, 20 ans, je ne me rappelle plus trop bien, mais elle était persuadée que ça ferait mal. Donc là, ça ne sert à rien de lui foutre un dilatateur. Il faut aller chez un psy, il faut déconstruire le schéma, il faut lui amener de la connaissance de soi, de l'automassage. Pour les douleurs pelviennes, il y a un des principaux outils, c'est les automassages. Et donc, du coup, je trouve qu'en plus, ce qui, moi, me semble complètement aberrant, c'est que
parler de pénétration avec des dilatateurs, donc qui ont la taille d'un pénis au final, sans parler d'excitation sexuelle, il y a un moment donné, on a un problème. Est-ce qu'on demanderait un rapport pénétrant à un homme qui ne bande pas? Non, ça c'est compliqué. Pourquoi on demande de simuler une pénétration à une femme qui n'a pas d'excitation, qui n'a pas de... On appelle ça la turgescence clitoridienne, donc c'est l'érection clitoridienne. Mécaniquement, quand il y a une excitation, qu'il y a une stimulation clitoridienne, il y a une turgescence clitoridienne qui vient écarter l'entrée du vagin. Donc qui permet à la vulve de s'ouvrir, qui permet d'accepter le rapport pénétrant. Il y a même des études qui ont prouvé que quand il y a assez d'excitation, voire un orgasme pré-coïtal, donc pré-pénétration, il y a même plus de chances d'avoir des enfants, des bébés, parce que le corps est plus prêt à la fécondation. Donc en fait, il y a un moment donné, je trouve ça contre-productif d'aller flanquer des dilatateurs sur un vagin qui n'est pas excité. Il n'est pas censé accepter, enfin, il se dilate, il s'étire. Il y a un moment donné, et puis en fonction des expériences sexuelles que vous avez eues, vous voyez bien que quand vous n'êtes pas prête à recevoir la pénétration, quelle que soit la taille de la verge, c'est pas si terrible que ça, quoi. Alors que quand vous êtes prête, c'est quand même pas le même effet. Voilà, donc il y a votre propre expérience sexuelle, et ça, c'est des choses qui font partie de l'éducation thérapeutique du patient. Donc soit vous êtes à l'aise avec l'éducation sexuelle, vous avez un minimum de connaissances et l'éducation thérapeutique du patient passe par l'éducation sexuelle, soit vous redirigez vers un sexologue dont c'est le métier. Mais ça, c'est des bases de la connaissance du corps humain, où si elle se force tenter plus à un moment donné où son corps il n'est pas prêt à recevoir la pénétration, c'est peut-être même pas un vaginisme. C'est peut-être juste que c'est pas le moment et que ça peut pas rentrer, quoi. Voilà. Donc les dilatateurs, non, je n'en sers pas. Je vais revenir à mes moutons. Donc du coup, j'avais une douleur sur la crête iliaque. Qu'est-ce que je fais? Moi, je regarde la mobilité de mon bassin. Ouais, c'est raté, c'est à droite que ça bouge pas. Donc elle a une crête, elle a mal à droite. Comme ça, je vais aller. Qu'est-ce que je fais? Je regarde si c'est mobilisable. Là, ça va bien en arrière. Là, ça va pas bien en arrière. Ok? Donc vraisemblablement, en postériorisation de l'iliaque. Ça m'embête, j'y vais pas. Est-ce que j'en déduis que ça a un lien avec sa douleur? Et je ne sais pas, hein. C'est pas aussi binaire, hein. C'est pas oui ou non. Donc moi j'aime bien une technique assez simple qui est d'aller travailler directement sur la sacro-iliaque. Hop, ici. Ça va bien en intérieur. Ça se postériorise pas trop bien, toujours pareil. Je fais ma petite technique. Je vois si comme ça passe. En thérapie manuelle, qui c'est qui est formé en thérapie manuelle? Ok. Donc en thérapie manuelle, on a toujours plusieurs outils. Parce que c'est pas parce que la première technique passe pas qu'il n'y en a pas une autre qui va pas passer. Là, ça a redonné un petit... T'es ostéo, hein? Elle est ostéopathe, du coup. La thérapie manuelle, elle maîtrise un minimum. Donc là, tu sens que ça bouge un peu plus. C'est pas parfait. J'ai lâché un petit peu, j'ai redonné de la mobilité, mais c'est pas parfait. Mais déjà, j'ai des sacro-iliaques qui bougent, en fait. Ce qui va permettre d'avoir une meilleure activation du périnée. Je vais aller regarder le pubis, par exemple. Tout ça, c'est des choses que je vais regarder en première intention. Mon état d'esprit d'ostéopathe ne conçoit pas qu'on aille travailler un muscle ou un fascia sur une structure osseuse qui n'est pas mobile. Ça peut paraître logique, mais si votre coude ne bouge pas, vous pouvez essayer de renforcer le biceps. Voilà. Donc, en douleur pelvienne, c'est vrai que les ostéopathes, ils ont pas mal de choses à faire. Vous, en thérapie manuelle, vous avez un champ des possibles qui est immense, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder comment elle bouge, cette coxo. Donc, bilan classique de kiné, on va plutôt aller gérer l'hyperflexion. On va aller mobiliser l'autre côté pour voir si ça se soulève ou pas. En thérapie manuelle, on va aller plutôt chercher comment ça s'ouvre, comment ça se ferme, parce qu'on va chercher aussi l'obturateur interne. Donc rotation interne, rotation externe. On va comparer de l'autre côté, bien évidemment. Et un truc que moi j'aime bien, je ne suis même pas sûre que dans toutes les sessions de thérapie manuelle on forme, mais là j'ai ma main sur sa coxo, littéralement, et je regarde comment elle rentre et elle sort de l'articulation. Voilà. Parce que le principe de la thérapie manuelle, c'est de redonner du mouvement, mais même des micro-mouvements. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez une structure osseuse qui n'est pas mobile, voire qui ne bouge pas comme il faut, mais qui est en perte de mobilité,
forcément les muscles ils vont pas bien travailler correctement. Forcément la mobilité des tissus mous va pas être bonne. Donc c'est pour moi le premier cap à passer. Donc soit vous avez envie de vous former, tant mieux, soit travailler en collaboration avec un ostéo qui fasse tout des pieds à la tête, qui redonne de la mobilité articulaire. Attention parce que les ostéos, il y en a de plus en plus qui font que du tissulaire. Donc si un ostéo est bien formé, il est censé faire de l'articulaire, du structurel, du tissulaire. Et à la limite, s'il ne fait pas du tissulaire, c'est pas grave. Parce que nous, on sait faire le tissulaire. Mais il faut qu'il fasse de l'articulaire. Si vous ne faites pas de thérapie manuelle, il faut que vous ayez dans votre réseau un ostéopathe qui fasse de l'articulaire. Parce que s'il va faire que du tissulaire, ben c'est votre job en fait. Donc ça va être moins productif. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai déjà donné beaucoup d'infos. Je ne sais pas où. De la mobilité articulaire, si toutes tes structures sont hyper tendues aussi. Non. Super bonne question. Oui. À l'inverse, quand tout est spasmé, qu'il y a une perte de mobilité telle parce qu'il y avait des douleurs, parce qu'on a un périnée hypertonique, etc., ben l'articulaire, il ne va pas passer. La thérapie manuelle structurelle ne va pas passer. Donc il va falloir aller travailler à détendre toutes les tissus pour pouvoir après aller donner de la mobilité articulaire. Ça c'est tout à fait juste. Des fois tu peux essayer et tu peux forcer, il n'y a rien qui passera. Si tu fais pas lâcher le tissu avant, dans la population générale c'est plus rare. J'aurais tendance à dire on remet de l'articulaire. Dans la population des douleurs pelviennes, effectivement, quand tu as un périnée hypertonique, que tu as des fessiers qui sont comme ça, qu'elles ne bougent plus au niveau abdominal, qu'elles ont une toute petite respiration, le morphotype de la patiente douloureuse, c'est quand même, elle est un peu... Voilà, elle a mal. Donc, au même titre que vos lombalgiques ou que celui qui a mal à l'épaule, il va éviter de bouger la zone. Voilà. Donc, elle va serrer encore plus. Pour l'hypertonie périnéale, okay. C'est des questions difficiles parce qu'en fait, elle me dit pour l'hypertonie périnéale, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas en interne? Est-ce que tu fais des chaînes? Est-ce que ça va dépendre de mon bilan et ça va dépendre de la sensibilité de la patiente que j'ai en face. Si elle n'a pas envie de se faire trifouiller, qu'elle n'a pas envie de toucher vaginal, j'y vais pas. Consentement, c'est la base. Posture professionnelle, c'est la base. Si elle est trop algique, j'y vais pas en interne aussi. Donc, je passe beaucoup un périnée hypertonique en fonction de la patiente. Je vous ai décrit le morphotype de la patiente. Des fois, je me mets là. Je m'assois. Je vais sous les cervicales. C'est tout cassé. Et... je l'ai mis en mute. Non, ça marche. Et je fais des cervicales pour activer le parasympathique. Et je lui apprends à respirer. Parce que moi, l'image que je donne, c'est la cocotte minute. La cocotte minute, quand elle commence à siffler là, et qu'elle est prête à exploser, vous avez déjà essayé de l'ouvrir? Vous n'y arrivez pas, et il va falloir forcer pour y arriver, et ça va être un carnage à l'arrivée. Donc non. La petite molette, là, on l'ouvre juste un peu plus, on calme le feu, et après, on ouvre la cocotte minute. Et souvent, je fais ça parce qu'elles me disent « Oui, mais je viens pour le périnée, on a fait que de la respiration. » On calme le feu, on ouvre le sifflet de la cocotte minute, et après, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ok ? Et après, oui, effectivement, pour du périnée hypertonique, moi, j'aime bien normaliser la respiration en premier. Parce que j'estime que si on va détendre un périnée mais que la patiente ne sait pas respirer, en fait, on va perdre du temps. Donc, je préfère passer par la respiration. Et après, massage, contracté relâché, étirement, prise de conscience, exercice. Moi, je leur fais beaucoup faire des exercices respiratoires, notamment sur les toilettes. Pour peu qu'elles aient peur d'avoir un périnée, d'avoir une goutte qui lâche, de lâcher un gaz, etc. Elles sont assises sur les toilettes. Chaque fois qu'elles vont aux toilettes, normalement, c'est 7 à 10 fois par jour. Elles se détendent.
Elles respirent, elles font ce elles ont à faire et après, elles travaillent l'ouverture du périnée. Chez les kinésithérapeutes, on a beaucoup de périnée hypertonique. Hein, parce que nous, on aime bien quand il faut contracter les muscles. Et du coup, j'ai beaucoup de kinésithérapeutes qui viennent me voir et elles ont des périnées qui se contractent très bon, très fort. Et on calme un peu tout ça, puisqu'encore une fois, de manière réflexe, il est censé se contracter tout à fait correctement. Est-ce que, suite à ce petit atelier, vous avez l'œil, vous avez la pensée un peu douleur pelvienne quand vous voyez vos patients, sur des patients que vous avez là, vous dites tiens, peut-être que c'est pas juste une lombalgie, j'irai peut-être chercher un peu la coxo, j'irai me poser la question de comment ça se passe au niveau périnée-abdos, est-ce qu'il y a des douleurs ailleurs? Est-ce que ça vous a éveillé la réflexion sur des patients classiques pour aller vers de la douleur pelvienne? Et est-ce que suite à ça, vous avez aussi une appétence du coup pour la douleur pelvienne? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie d'y aller? Okay. Bon, bah super, c'est que j'ai fait mon job. C'est hyper important parce qu'on n'est pas beaucoup formé. Il y a des kinés qui ont toutes les capacités, qui ont tout dans leur boîte à outils, mais qui n'osent pas aller parce qu'on est sur de la douleur chronique, on est sur de la douleur féminine et on est sur la douleur sexo. Donc vraiment, retenez quelque chose, c'est que